Il y a un an, presque jour pour jour, j'ai reçu devant vous, avec toute mon équipe, l'hermine rectorale. Alors, c'est avec toute l'émotion d'une débutante, mais aussi, je vais vous dire pourquoi un peu plus tard, avec un peu de gravité, que je me tiens ici devant vous pour cette première rentrée académique de mon mandat. Dans mon petit discours de circonstance de l'année passée, j'avais déclaré « Je veux réenchanter l'Université de Liège ». Oui, rien que ça. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger un long discours sur le réenchantement de l'Université de Liège. On va attendre un peu que la magie se forme. Mais je voudrais tout de même vous donner rapidement quelques repères sur l'année écoulée. Je dirais en résumé que nous nous sommes reconnectés. Nous nous sommes reconnectés avec notre ville, avec notre région, avec le reste du monde, après une période de repli et de Covid. J'ai rencontré mes collègues recteurs et rectrices et je salue ceux qui ont pu venir à cette cérémonie. Et je crois avoir établi des relations de confiance, j'espère, qui nous ont permis d'ailleurs d'écrire ensemble ce mémorandum pour cette année critique et décisive pour la Belgique. J'ai renoué un contact chaleureux avec les autorités de la ville, avec les autorités de la région. Et nous travaillons d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme à des grands projets, et juste pour en évoquer qu'un qu'on a déjà beaucoup évoqué dans les journaux, notamment le déménagement de 2 facultés au sein de la cité. J'ai rendu une visite extrêmement émouvante et d'ailleurs même éprouvante, je dirais, à Bukavu, en RDC, au centre de prise en charge des enfants martyrs de la guerre, créé par le docteur honoris causa de notre université, le prix Nobel de Mukwege. Et je ne l'ai pas vue, mais elle m'avait dit qu'elle pourrait nous rejoindre. Je salue d'ailleurs Véronique de Keyser et Marie-Noël et d'autres qui ont été à l'origine d'ailleurs, Madame Simonet, je vois, désolée, je ne vois pas grand monde, qui ont été à l'origine d'ailleurs de cette ASBL Panzi qui prend en charge tous ces enfants, tous ces petits-enfants, petites-filles qui sont de réels martyrs de la guerre et qui tentent de reconstruire une vie pour ces enfants. Je me suis rendue en Inde pour l'inauguration d'un télescope à miroir liquide de 4 mètres construit par nos chercheurs en collaboration avec nos entreprises. Et d'ailleurs, une d'elles est une ancienne spin-off de l'Université de Liège. Et nous avons aussi participé à une mission princière au Japon, établi des collaborations fortes avec différentes universités du Japon, je pense à celle de Kyoto en particulier, mais aussi avec des entreprises avec qui nous collaborons, et pour ne citer que Toyota. Nous avons obtenu aussi l'élargissement à 10 du réseau unique, Université européenne, 10 partenaires qui se rassemblent autour du thème de la superdiversité et de l'inclusion. Je me suis battue avec mes collègues, et je me battrai encore vivement, pour le succès du projet européen du télescope Einstein. Enfin, en interne, j'espère que quelques-uns d'entre vous ont pu déceler que la gouvernance a un peu changé, a changé de style. J'en donnerai 2 illustrations, 2 exemples. Nos conseils d'administration qui sont préparés dans la transparence se déroulent, je pense, avec un peu plus de sérénité, mais surtout, ils se terminent à l'heure. Et puis, pour expliciter nos intentions, nous avons élaboré avec toute mon équipe un plan stratégique institutionnel que nous avons partagé avec les doyens, avec les présidents de conseils de recherche, que nous avons présenté au conseil d'administration, et celui-ci l'a validé, et je continuerai à le présenter à tous les membres de notre communauté pour pouvoir le faire évoluer sur base de vos retours. Mais après ce très rapide coup d'œil sur l'année écoulée dans le rétroviseur, je voudrais partager avec vous le paysage
à travers le pare-brise. Et là, devant nous, j'en suis désolée, je pense que la situation est grave. Et croyez-moi, je ne suis pas collapsologue, mais je ne pense pas que nous ayons, nous tous et toutes, et moi peut-être la première, bien compris et pris conscience de la mesure de ce qui est en train d'advenir. Ce que vous avez à l'image, c'est l'exode des Canadiens, fuyant les zones d'incendie qui ont ravagé une superficie égale à 3 fois celle de la Belgique et libéré environ 1 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, plus de 2 fois les émissions annuelles de ce pays. Canada, États-Unis, Grèce, Maroc, Chine, Inde, Libye, vous avez tous suivi cela comme moi, vous avez peut-être d'ailleurs subi certaines choses. Je ne vais pas vous faire la liste des cyclones, des incendies, des inondations, de toutes les catastrophes, des événements extrêmes que nous avons subis cet été, avec des milliers de morts, d'innombrables déplacés et des milliards de dégâts. L'été qui s'achève a plongé la communauté scientifique dans la sidération. L'année 2023 a encore été plus impressionnante que l'année 2022. Le 6 septembre, l'Institut européen Copernicus a annoncé que le mois de juin, juillet et août ont été les plus chauds mesurés dans l'histoire. Cette accumulation de records montre bien que l'on n'est pas dans une embardée de la variabilité naturelle du climat, mais sur une trajectoire qui nous éloigne inexorablement d'un monde habitable par tous et toutes. Il y a véritablement un effet d'emballement. Il devient évident que l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 degré ne sera pas tenu. Pour qu'il le soit, il faudrait d'ailleurs une baisse de la consommation des énergies fossiles sur un rythme de 5% par an. On en est loin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'effondrement climatique a commencé et que ceci place l'humanité face à une véritable menace existentielle. Des régions entières de la planète vont devenir inhabitables. Il va y avoir des émigrations massives et des luttes pour les ressources rares, comme l'eau, et potentiellement encore des centaines de millions de morts. Mais il y a peut-être pire encore. Même si nous pouvions magiquement arrêter ce réchauffement climatique, toutes choses étant égales par ailleurs, notre modèle de civilisation, basé sur ce que Bruno Latour a appelé l'apologie de la modernité, continuerait de reposer sur la prédation systématique des ressources naturelles. L'artificialisation de nos vies, de nos environnements, la destruction des écosystèmes, de la biodiversité, dont nous avons d'ailleurs éradiqué une grande partie déjà, et nous irions inexorablement vers l'effondrement de la biosphère dont nous faisons intimement partie. Voici une image que je trouve symbolique de cette trajectoire. Il y a d'ores et déjà dans le monde 30 fois plus de flamants roses en plastique que de flamants roses réels. Alors, quel rôle, quelle mission définir pour l'Université de Liège dans tout cela? Bien évidemment, l'humanité ne va pas attendre que l'Université de Liège la sauve. Mais il est fondamental que nous assumions nos responsabilités universitaires vis-à-vis du gigantesque défi devant nous. Nous ne réussirons pas à inventer de nouveaux modes de vie sur Terre avec les idées, les valeurs, les moteurs psychologiques, sociologiques, les modes de pensée du siècle dernier. Or, à cet égard, l'inertie est considérable. Il est sidérant de constater le caractère dérisoire des réponses politiques
apportée à ce jour aux défis évoqués, malgré la clarté et les multiplications des rapports scientifiques. Un morceau d'ailleurs de bravoure nous a été offert fin août durant l'université d'été du MEDEF en France, avec un échange assez rugueux entre le climatologue Jean Jouzel et le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné. Aux arguments de Jouzel, plaidant pour un arrêt immédiat de l'exploration du pétrole, celui-ci a répondu en substance « J'entends bien les scientifiques et je comprends très bien ce qu'ils disent, mais je vais continuer comme avant parce qu'il y a une demande à satisfaire et si ce n'est pas moi, ce sont les autres qui le feront. » Pourquoi les scientifiques ne parviennent-ils pas à faire changer l'économie, la politique? Cela reste une question lancinante pour nous. Mais si nous n'en connaissons pas la réponse, nous pouvons malgré tout esquisser les contours de nos missions. Seule une nation informée et capable de débattre peut se préparer aux bouleversements sociétaux à venir. La recherche doit affiner d'urgence les modèles de ces bouleversements et augmenter leur valeur prédictive, en mettant notamment en évidence les inégalités d'impact en fonction des zones géographiques et des situations économiques des personnes. L'enseignement supérieur doit préparer tous les étudiants aux enjeux climat, énergie, société, environnement. L'université doit contribuer à informer la société et à animer un débat public basé sur des données objectives pour construire une société plus inclusive, plus juste et plus égalitaire. Ce n'est pas seulement une question d'éthique. Les efforts demandés seront tels qu'ils seront inacceptables sans un minimum d'égalité. Il ne s'agit donc pas pour nous d'ajouter une discipline supplémentaire parmi tous nos enseignements, transition écologique. Mais comme l'a dit Michel Lusseau, qui est professeur à l'Université de Lyon, d'accepter de considérer que notre entrée dans l'Anthropocène entraîne une recomposition fondamentale de tous nos objets scientifiques et de nos formations classiques. Ceci représente clairement une révolution dans le monde universitaire, structurée en silos, en disciplines, qui organisent les formations, les enseignements, les qualifications, les carrières, les programmes d'enseignement, les financements de recherche et même les publications. Bien sûr, nos facultés ont commencé ce travail titanesque en augmentant dans toutes les disciplines les formations autour des défis des transitions. Mais nous devons encore aller plus loin et poursuivre nos efforts. Nous poursuivrons le développement de cours génériques, des bourses de recherche réunissant les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé et les sciences techniques, et nous étudions la création d'un institut de recherche transversale. Je voudrais terminer par une note encore plus joyeuse en évoquant les docteurs honoris causa que nous nous apprêtons à honorer aujourd'hui. Il me revenait donc de procéder à notre premier choix institutionnel. Quand je dis il me revenait, j'ai beaucoup consulté mon équipe, évidemment. Et la Terre est encore peuplée d'innombrables personnes exceptionnelles, à multiples égards, et le choix est donc immense pour nous. Et j'ai choisi dans mon bestiaire, entre guillemets, personnel, 3 personnes très différentes, exceptionnelles pour des raisons très différentes. Nous vous les avons proposées, puisqu'il faut un vote, nous vous les avons proposées et vous les avez approuvées. Et je suis extrêmement fière de l'Université de Liège pour cette approbation. Merci. Encore plus depuis les manifestations de ce week-end à Bruxelles.
Ces personnalités ont elles-mêmes accepté, et je suis très fière pour l'Université de Liège de leur acceptation. Elles sont représentatives de ce que je souhaitais mettre à l'honneur, un très fort engagement personnel, un regard brillant, critique, novateur sur notre monde actuel, et un rapprochement, une alliance comme une sorte d'alliage entre science et art. Voici une métaphore de ce que j'entends par alliage entre science et art. Vous l'avez peut-être reconnu. Cette image représente l'étoile TRAPPIST-1 et ses 7 planètes, découverte en 2015 par l'équipe de Michael Gillon. Et cette photographie, entre guillemets, d'un système planétaire situé à 40 années-lumière de notre Terre est aujourd'hui évidemment impossible. Ceci est donc ce qu'on peut appeler une vue d'artiste. Eh bien, je pense que nous allons avoir besoin de beaucoup de vues d'artistes, nourries de la rigueur des connaissances scientifiques et de la puissance évocatrice de l'art pour inventer, enfanter notre monde futur. Je laisserai tout à l'heure à mes conseillers la tâche de présenter nos futurs DHC, juste après l'intermède musical, mais je me permets une dernière confidence personnelle concernant Madame la professeure Zanele Muoli. J'ai découvert ces photos aux rencontres photographiques d'Arles en 2015 et ça a été un véritable choc pour moi. Sa vue d'artiste en fait fonctionnait un peu à l'envers chez moi. Elle génère littéralement une théorie de l'oppression, de la discrimination et bouleverse toutes nos consciences. Alors, je me suis rendue à Cape Town, à la galerie Stevenson, pour découvrir d'autres photos. Et de là, je me suis rendue à Robben Island pour visiter la prison d'un des hommes que j'admire le plus au monde, Nelson Mandela. J'y ai pris cette photo de sa cellule minuscule, vide. Et désormais, pour moi, les photos du professeur Muoli sont liées dans mon imaginaire à cette cellule vide, petite et vide, comme symbole de l'impuissance ultime de l'oppression. Je vous remercie de votre écoute.